Alors, Stéphane Kremer. Merci. Madame la Présidente, mes chers collègues, en préambule de mon intervention, Madame la Présidente, je souhaite vous remercier d'avoir accepté ma demande de redonner la parole au groupe politique en ouverture de cette séance plénière, malgré votre position initiale et l'avis des présidents des groupes de la majorité. Alors comprenons-nous bien, non pas qu'il s'agisse pour moi d'une addiction irrépressible pour les discours de politique générale, mais je pense que des interventions respectant une périodicité intelligente sont judicieuses pour aborder l'actualité politique du moment, alors qu'un excès peut en rendre l'exercice assez caricatural si nous devions le renouveler tous les mois, par exemple. Ainsi, s'il y a de nombreuses autres choses sur lesquelles nous ne serons jamais d'accord, je dois reconnaître que vous avez toujours respecté l'aspect républicain de nos débats. Preuve en est encore ce matin, et je tenais à le saluer publiquement. Ceci étant dit, je serai toutefois assez bref sur les sujets du jour, car ce n'est pas tant l'inspiration qui manque que la pauvreté de consistance dans la matière qui me gêne. En effet, nous allons débattre aujourd'hui de plusieurs sujets, certes denses, mais qui, dans le fond, découlent avant tout de volonté ou d'arbitrages nationaux. Qui plus est, en ce qui concerne le contexte politique du moment, tout ce que nous retenons aujourd'hui, c'est l'incertitude qui plane. Incertitude de l'environnement économique et de l'environnement institutionnel dans laquelle est plongée notre collectivité, comme les autres d'ailleurs. Pour cela, remercions notre grand ordonnateur présidentiel qui, quand il ne prend pas l'air en scooter, fait des annonces retentissantes et puis s'en va. Réforme fiscale promise en novembre et enterrée en décembre, annonce d'une chasse aux taxes superflues en janvier, restée apparemment bredouille jusqu'à présent, apparition de l'idée du prélèvement de l'impôt à la source, puis disparition et apparemment résurrection, promesse d'un choc de simplification, sans que nous ne voyions rien à l'horizon pour le moment. Clause générale de compétence, rétablie, puis finalement une sorte de peut-être, pourquoi pas, on verra, réservée aux communes seules. Annonce en grande pompe d'une grande loi sur la décentralisation devant clarifier les compétences et simplifier notre organisation, puis saucissonnage de la réforme en 3, avec création d'un échelon supplémentaire, histoire de simplifier. Ainsi, comme avec la splendide stabilisation désinversée de la baisse de la courbe du chômage, je crains qu'il ne faille encore pousser les murs du cimetière des promesses, car il ne va apparemment pas cesser de se remplir jusqu'en 2017. Madame la Présidente, le problème, c'est que pendant que nous subissons cet atermoiement, rien n'avance. Aussi, j'avoue que je veux bien vous croire quand vous dites que vous avez le plus grand mal à échafauder des politiques publiques dans cette purée de poids. Eh bien, je vous souhaite bien du courage, car apparemment, cela n'est pas fini. La nouvelle année, nouvelle lubie. 50 milliards d'économies. C'est le nouveau slogan de campagne de François Hollande. J'en conviens, quand on connaît la valeur des engagements de François Hollande, il n'y a pas de quoi trembler. Mais là où cela devrait vous interpeller, Madame la Présidente, c'est qu'une partie des économies annoncées au niveau de l'État va forcément se faire sur le dos des collectivités, dont les régions, car le gouvernement ne sait pas faire d'économies au niveau national. La preuve, cela a commencé avec les fameuses baisses de dotation, puis avec l'enterrement de l'écotaxe dont les recettes seraient pourtant bien utiles pour la modernisation du réseau ferroviaire dans notre région. Cela continue aujourd'hui avec la suppression de l'indemnité compensatrice forfaitaire notamment. Quand même, Madame la Présidente, où est passé l'horrible étranglement des collectivités que vous dénonciez allègrement du temps de Nicolas Sarkozy? Nous l'avons déjà dit, il s'est converti en un splendide « nous participons à l'effort du redressement des comptes publics ». De qui se moque-t-on? Votre exécutif ne participe à rien du tout, à part peut-être à un concours de posture. Avec des recettes en baisse, vous alignez un budget en hausse. Où est votre effort? Dans la baisse du soutien aux employeurs d'apprentis? Dans la remise en question des lycées d'équilibre du territoire dont nous parlerons tout à l'heure? Dans les tableaux à 50 critères des dossiers de passation de marchés régionaux? Dans votre besoin pressant et sempiternel de créer de nouveaux postes? 50 milliards d'économies. Si vous pensiez avoir déjà fait un effort, qu'allez donc vous dire de la suite? Ou alors, peut-être sentez-vous que cette nouvelle annonce choc ne sera, comme souvent, suivie d'aucun effet. Peut-être avez-vous, vous aussi, percé la classique stratégie présidentielle d'enfumage, à laquelle succédera un bon brassage d'air qui rendra l'atmosphère à nouveau respirable. Pardon, je corrige,
Dans ce cas, il est vrai que normalement, les bancs socialistes préfèrent parler d'habileté tactique. Habileté permettant de leurrer Bruxelles jusqu'au printemps et d'en faire le minimum ensuite. Habileté devant rendre aux Français un pacte de responsabilité qui n'aboutira au final qu'à un CICE modifié. Habileté de laisser son gouvernement dire tout et son contraire pour tester l'opinion. Quand par exemple Jean-Marc Ayrault écrit aux fonctionnaires pour les rassurer sur les 50 milliards d'économies qui ne se feront, grand Dieu non, pas sur leur dos, alors que Najat Vallaud-Belkacem imagine à la radio une baisse de nombre de fonctionnaires dans certains secteurs, qui croire? Outre la précision habituelle dans les propos des uns et des autres, quelle est la ligne officielle? Est-ce le dernier qui parle qui a raison? C'est le Premier ministre qui sait écrire qu'il faut croire, ou la porte-parole qui sait parler? La politique du président de la République, c'est de l'habillage, du comme ça l'arrange, quand ça l'arrange. Au diable l'intérêt général. Ennuyé à l'idée d'avoir à justifier de sa vie privée en conférence de presse, alors que, soit dit en passant, tout le monde s'en moque éperdument, lui, président, lance sans trop le dire sa nouvelle idée toute neuve datant de 5 ans, la réduction du nombre et la fusion des régions. Tant pis si cela n'a aucun sens à un an des renouvellements des assemblées en question. Tant pis si la sphère socialiste de 2009 avait jeté au feu le rapport Balladur qui proposait cette idée. Le moins que l'on puisse dire, là encore, c'est que le président de la République est un maître en matière de diversion, car au niveau régional, vous venez de le rappeler, pendant les 4 jours qui ont suivi, nous n'avons entendu parler que de cela. François Patriat demande immédiatement où il doit signer pour déposer une demande de permis de construire pour une extension de sa maison régionale, pendant que vous, Madame la Présidente, vous nous faites un magnifique numéro du ni pour ni contre, bien au contraire. Au final, personne n'a rien compris. On ne sait pas s'il faut dire tout de suite aux Francs-Comtois de réfléchir à un nouveau logo pour les plaques d'immatriculation ou si Bourgogne et Franche-Comté sont capables de s'entendre et de prendre les devants pour poser leurs conditions avant de se retrouver, un matin de grande forme présidentielle, devant le fait accompli. Alors, même si un juste débat doit être ouvert, quand on voit que la réforme simplifiée des collectivités départementales aboutit à une augmentation du nombre d'élus et à un scandaleux charcutage cantonal, souffrait que l'on puisse être sceptique à l'idée de remettre une paire de ciseaux dans les mains de M. Valls. Et puis, puisque nous en sommes à l'intelligence collective et aux relations de voisinage, comme vous en avez parlé, permettez-moi de vous rappeler, Madame la Présidente, que nous avons également des partenaires à l'Est, et pas uniquement lorsqu'il s'agit de questions de voies ferrées. La votation suisse pour la mise en place de quotas d'immigration, même si elle n'a pas d'implication immédiate, fait planer une incertitude forte sur la tête de futurs frontaliers. Le 9 février dernier, il y a des gens, frontaliers depuis plusieurs dizaines d'années, qui ont pris une véritable claque. Le moins que l'on attende de la présidente d'une région dont le territoire partage 230 km de frontières avec la Suisse et qui raffole de coopération transfrontalière, c'est qu'elle s'exprime. Et c'est la première fois ce matin que vous le faites, en nous disant quand même que vous préférez dialoguer avec les Suisses qu'avec nos concitoyens français. Alors, au lieu de cela, jusqu'à ce matin, les 28 000 frontaliers franc-comtois ont eu droit à un silence assourdissant, que je confirme, et dont nul ne doute qu'ils sauront se rappeler. Je vous remercie.